Bonjour à tous les départements bretons. Donc, comme vous avez entendu, je suis le représentant un petit peu de la ville et de la campagne. Je travaille à Lens-Rivoiré, une petite commune au nord de Brest. Pierre Gazot, moi je suis infectiologue à Brest et puis on va essayer de faire se donner la parole en binôme sur les quelques diapos qu'on présente. Donc, on va essayer de vous faire un retour sur les durées d'antibiotiques préconisées dans les infections bactériennes courantes. Il y a des nouvelles recommandations qui avaient été faites initialement par la Société française de maladies infectieuses, puis des fiches par l'HAS assez bien faites, visant vraiment à cadrer les grands axes nosologiques donc de maladies avec des durées courtes. Donc on va voir pour avancer. Donc on peut faire la diapo suivante. Donc, c'était un petit rappel sur quelques chiffres importants. Notez que la France n'est pas forcément un bon exemple parce que on était au-dessus des moyennes de consommation moyenne d'antibiotiques des pays de l'OCDE, avec une prescription, comme le disait tout à l'heure Emmanuel, de 70% liée à la prescription de médecins généralistes, et que c'était responsable chaque année en France de 12 500 décès liés à une infection à bactéries résistantes aux antibiotiques. Donc, les dernières données de Santé publique France là, de novembre 2020 montraient, on voit sur la carte que la Bretagne était plutôt bon élève sur la consommation d'antibiotiques. Sur le graphe en bas à gauche, on voit que globalement, les différentes consommations d'antibiotiques ont bien baissé. C'est encore plus flagrant. On n'a pas la statistique sur la dernière année où il y a le coronavirus, les gens ont moins consulté, les prescripteurs ont fait probablement un peu plus attention. Il y a une sous-catégorie de population, les 85 ans et plus, chez qui on ne s'améliore pas. Il n'y a pas trop de tendance à la diminution. Donc, probablement que c'est une population chez laquelle il y a encore du travail à faire. Donc, diapositive suivante. Là, c'est un reflet des prescriptions, donc c'est via le CDC, des prescriptions d'antibiotiques. C'est surtout la colonne de gauche qui nous intéresse avec les prescriptions en ville. On voit que la France est plutôt assez mauvais élève, avec principalement des prescriptions de pénicilline. On est un peu moins bon, on est dans le milieu de classement pour les prescriptions hospitalières, avec toujours les pénicillines en premier lieu. Ce qui est important à noter, c'est que les quinolones en ville sont, enfin, étant génératrices de résistance, sont peu prescrites. Donc, il y a quand même des messages intéressants qui passent. Mais il y a probablement du travail à faire, notamment sur les prescriptions de quinolone. Puis on va voir après sur les diapositives suivantes dans quel cadre c'est prescrit. Donc, bon, la diapositive est un petit peu plus vieille, j'ai rien trouvé de plus récent sur le site de la NSM, mais c'est surtout important, c'est de voir les cadres dans lesquels les antibiotiques sont prescrits. Et on voit que sur les grosses parts là, du diagramme, on a quasiment trois quarts des prescriptions pour les infections urinaires, les infections des voies respiratoires basses et les infections ORL, sachant qu'on a quasiment un bon tiers pour les infections ORL seules. Donc, typiquement l'amoxicilline, ce qui explique le taux de pénicilline prescrite en ville de manière importante. Donc, c'est vraiment c'est là-dessus qu'on peut être efficace, sur la communication, la formation, et puis que les recommandations doivent vraiment être claires. Diapositive, ouais. Bon, juste pour pondérer un petit peu, on a toujours le message que il y a la prescription d'antibiotiques, la durée qui joue. C'est vrai que toutes les études ne sont pas consensuelles. Il y a certains travaux là, sur l'eurosurveillance qui montraient qu'il y a des consommations globalement à l'échelle européenne de quinolone et de céphalosporine qui diminuent avec des résistances qui continuent à augmenter sur les tests. Après, ce n'est pas pondéré par État. Et puis, il y a aussi probablement de la circulation en ville suite aux dégâts qui a été fait et qui continue de se faire. Diapositive suivante. Voilà, donc cette étude du Lancet qui a été publiée l'année dernière, qui était vraiment intéressante sur le taux de prescription de bêta-lactamine avec éducation des prescripteurs. Et on voyait vraiment que le taux de bactéries productrices de BLSE avant et après intervention, c'est-à-dire formation au bon usage, euh, cassait drastiquement la courbe. Donc c'est vraiment des choses qui marchent. Diapositive suivante. Et enfin, pareil, pour aller dans l'autre sens, pour faire un peu l'antithèse, c'est vrai que les zones où il y a le plus de résistance aux céphalosporines des colis, par exemple, dans le monde, c'est des zones qui prescrivent moins d'antibiotiques, des pays moins riches, notamment, on voit l'Inde, la Chine. Mais après, à pondérer sur toute la gestion qu'on avait déjà vue l'année dernière dans l'autre journée sur l'antibiorésistance, il y a de l'élimination des antibiotiques qui n'est pas contrôlée, qui va dans les eaux publiques notamment, qui participe probablement à la genèse de bactéries résistantes en ville.
Donc, diapositive suivante. On peut passer celle-ci. C'est pourquoi, Yann? Alors oui, un des derniers rapports pouvait montrer les facteurs qui contribuaient à la surprescription d'antibiotiques, qui montrait que il n'y avait pas forcément que le médecin qui était lié à cette surprescription, c'était un ensemble, hein. On fait partie d'un système avec des contraintes de temps, on connaît tous des journées un peu chargées, avec une réponse rapide à apporter et des volumes élevés de cas par jour, avec toujours, d'une part côté patient et d'autre part côté médecin, cette peur de la progression d'une maladie si les antibiotiques ne sont pas prescrits suffisamment tôt, et avec cette vieille idée aussi d'avoir une solution rapide, et du côté médecin, d'avoir cette impression que ses propres faits, ses prescriptions n'ont pas un impact plus global et ne s'intègrent pas dans des prescriptions plus générales. Et d'autre part, d'autres études, donc il y aura un topo qui expliquera davantage ça, c'est lié aux patients, le manque de connaissances et d'informations qu'ils peuvent recevoir, avec cette fausse idée que l'antibiotique peut guérir plus que des infections bactériennes. Donc, dans tous les cas, ce qui est vraiment important à retenir, c'est que c'est beaucoup plus facile si on communique, si on essaie de faire de la formation au bon usage, à la lutte contre l'antibiorésistance. Parfois, dire de ne pas faire mettre un antibiotique quand il y a un patient qui est fragile, une situation un peu urgente, c'est toujours plus facile, en tout cas, de communiquer sur des durées de traitement, et ça sera probablement plus facile à appliquer que de moins prescrire les antibiotiques, même si c'est bien sûr un travail à faire. En faisant ça, en diminuant les durées de traitement, on expose à moins d'iatrogénie, des traitements moins longs pour des effets secondaires dépendant du temps, on en verra théoriquement moins. On pense par exemple à certaines neuropathies sous antibiotiques. Moins d'interactions également. La majorité des gens, on l'a vu, sont une grosse proportion de la population française de gens âgés exposés à des antibiotiques. Ce sont des gens polypathologiques avec beaucoup d'antibiotiques. Donc en diminuant les durées, on diminue la fourchette de temps durant laquelle il y a un antibiotique, plus le traitement habituel du patient et donc les interactions. Pour parler, même personnellement, prendre un traitement plus de 7 jours, je trouve ça compliqué. Donc, je me mets à la place des patients et je pense que c'est difficile d'y penser quand on ne prend pas de traitement. Donc, c'est sûr qu'on va augmenter l'observance avec des fourchettes courtes, des fourchettes plus claires. Par exemple, on pense aux durées qui sont passées de 14 à 7 jours. On optimise l'observance des patients avec des durées plus courtes et plus claires. Ensuite, on diminue l'acquisition du risque de mutants résistants à l'échelle individuelle. On prévient une colonisation d'un patient, par exemple, d'une entérobactérie productrice d'une BLSE qui aurait exposé, par exemple, un risque d'infection urinaire avec un germe résistant si on l'avait traité plus longtemps. Puis à l'échelle d'un service, on pense à l'hématologie, à la réanimation, aux maladies infectieuses qui utilisent beaucoup d'antibiotiques à large spectre. En diminuant les durées de traitement, on baisse la pression écologique sur des écosystèmes. Ensuite, un gros point qui est vraiment intéressant, je trouve, pour faire beaucoup d'avis téléphoniques, c'est l'arrêt des recommandations sous forme de durée d'intervalle. Et donc, on n'a plus 7-10 jours, 14 à 21, ce sont des durées uniques. Donc, ça permet de parler tout le temps la même langue. On n'a pas tendance à hésiter, à savoir sur quoi ça repose. Est-ce que on traite plus longtemps parce que le patient était grave, parce qu'il est âgé? C'était jamais précisé et ça homogénéise les pratiques. C'est beaucoup plus facile. Et même si parfois on veut voir si on est efficace sur des essais rétrospectifs, c'est plus homogène ce qui est fait. Ensuite, il y a moins de risque d'errance. C'est un point mineur, mais c'est vrai qu'en cas de diagnostic erroné, le traitement est fini. Si ça ne s'est pas amélioré, on peut redresser un diagnostic. Je pense à une pneumonie contre une embolie pulmonaire à bas bruit chez quelqu'un d'âgé, par exemple. Et on diminue les coûts pour des antibiotiques injectables. Les coûts infirmiers sont vraiment non négligeables. Donc, sur quelles recommandations est-ce qu'on se base? Vous avez peut-être vu passer les recommandations de l'HAS qui ont été validées cet été sur les choix et les durées de traitement dans les infections bactériennes courantes. C'est vraiment important de dire courantes parce que c'est vraiment là qu'on peut être efficace. Ce n'est pas sur des domaines de prescription de niche comme la tuberculose, les infections osseuses, c'est la peau, les urines, l'ORL. Donc, elle se base principalement sur 2 documents. Donc, les recommandations à gauche, les recommandations de la SPILF qui avait été mise à jour. Donc, c'est vraiment super sur le site de la SPILF. Il y a toujours un diaporama qui est fait, synthétique, qui est très lisible et qui est en français, et les recommandations au-dessus. Ça, c'est un problème aussi des recommandations françaises de maladies infectieuses, c'est que c'est des recommandations françaises et elles sont en anglais. Donc,
bon, je ne suis pas sûr que tout le monde se plonge dedans. Le prescripteur, dans son cabinet, il n'a pas forcément le temps de s'y plonger, mais c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas les deux langues sur la SPIF. Et puis un essai à droite sur des propositions de durée plus courte avec vraiment une mise à jour des connaissances et des études, sur les études. On a essayé de reprendre les différents thèmes dont on a parlé tout à l'heure, où il y avait plus de prescriptions en médecine générale. Donc, on est resté assez clair avec des informations, du coup, des messages clés. Si on commence par l'angine, qui est assez banale et assez fréquente, en essayant de dédramatiser en fait la situation pour se dire qu'il n'y a pas de risque, enfin, il n'y a pas trop d'impact si on ne prescrit pas d'antibiotiques. Les maux de gorge, en général, guérissent seuls en quelques jours et un traitement antibiotique est rarement justifié. Quand on en met, on vise principalement le streptocoque. Alors, pourquoi on en met chez les personnes de plus de 3 ans? C'est pour diminuer la contagiosité, le portage, diminuer aussi les symptômes de 24 heures au mieux et prévenir les complications post-streptococciques. Alors, qu'est-ce que c'est ces complications post-streptococciques est-ce que c'est fréquent, Pierre? Dis-nous. En fait, bon, il y a le classique dans les infections post-streptococciques, donc il y a le classique rhumatisme articulaire aigu avec des lésions valvulaires, des arthrites, des atteintes cardiaques, mais qui en fait exceptionnelles, surtout dans les pays développés depuis le traitement, et ce ne sont pas les mêmes types de bactéries qui circulent. Donc, ça n'a jamais été évalué chez l'adulte, mais chez l'enfant, on est à moins de 0,1 cas pour 100 000 enfants par an, donc c'est vraiment rien. Après, il y a des arthrites post-streptococcique, donc c'est-à-dire l'inflammation d'articulations, de petites articulations des mains et des pieds, mais qui sont des choses bénignes qui surviennent dans un délai court, donc qui ne sont pas vraiment un problème et pas quelque chose qui devrait pousser à prescrire plus d'antibiotiques pour l'ORL et l'angine. C'est juste un petit rappel que pour l'aide à la prise en charge, le médecin généraliste peut s'aider du score de Mac-Isaac et du test de diagnostic rapide que tout le monde connaît. Pour rappel également, donc on a mis les posologies et les durées. Donc là, on va s'attarder plus sur les durées. Donc c'est l'amoxicilline qui est privilégiée à raison de 6 jours. Voilà, donc en plus sur les diapos, vous pouvez voir les alternatives possibles, mais en l'absence d'allergie, privilégiez l'amoxicilline pour une durée de 6 jours. Ensuite, nous avons parlé dans les infections ORL des otites moyennes aiguës, avec quelques messages aussi clés pourquoi on traite et qu'est-ce qu'on traite. Si jamais vous avez principalement un enfant, parce que c'est plus rare chez l'adulte, un tableau bruyant avec une fièvre plus élevée, 38,5, on pense au pneumocoque. L'association otite-conjonctivite, pensez à l'hémophilus. Et ce qui est bulleux peut principalement faire penser à une origine virale. Toujours garder en tête aussi que l'abstention thérapeutique est possible, que le patient va guérir s'il est peu symptomatique. Alors, gardez aussi en tête que pour prescrire des antibiotiques, il faut avoir vu les tympans, qu'il faut éviter toute prescription si jamais il y a du cérumen ou autre. On rappelle le patient, on réévalue en fonction de l'évolution et puis on essaye de nettoyer les conduits. Voilà. Donc, pour les otites, petite modification. Pour les enfants de 3 mois à 2 ans, la durée sera de 10 jours d'amoxicilline. On a un peu augmenté. C'est un des rares cas où la durée augmente, selon les dernières recommandations. L'otite moyenne aiguë, après 2 ans, avec des symptômes importants, on peut s'arrêter à 5 jours. Alors, la question que je pouvais me poser, c'était, on entend parler des pneumocoques à sensibilité diminuée, pénicilline. Qu'est-ce qu'il en est de la fréquence et qu'est-ce qu'on fait si jamais on le suspecte, Pierre? Théoriquement, c'est en cas d'échec bon, il faut quand même retenir déjà que les pneumocoques de sensibilité diminués à la pénicilline, il y en a de moins en moins depuis la vaccination par le Prévenard 13 en 2010 et la campagne Les antibiotiques, c'est pas automatique dans les années 2000. C'est quelque chose qui a vraiment diminué. Et c'est réellement un problème pour des infections graves avec des sites d'accès difficiles. On pense aux septicémies, aux infections invasives type méningite. Après, théoriquement, en cas d'échec de l'amoxicilline, bon, c'est vrai que souvent, on est sur du probabiliste, un traitement probabiliste, c'est-à-dire sans documentation ou prélèvement. Donc, on est plutôt sur des tableaux en cas d'échec de l'amoxicilline avant 2 ans qu'on peut tomber là-dessus. Donc là,
on s'orienterait éventuellement vers une céphalosporine, mais ce n'est pas une situation si fréquente et c'est probablement rarement un problème en pratique. Et que penses-tu d'augmenter un peu la posologie? Ben, oui, c'est quelque chose qui se discute parce qu'on va être sur un site assez facile d'accès. Nos antibiotiques vont très, très bien diminuer et c'est quelque chose qui est fait assez régulièrement. On entend la posologie pédiatrique à forte dose. Hein. Ok. Aux alentours de 150 mg kilo, quoi, c'est ça? Ok. Petit rappel sur les otites externes bactériennes. Donc le but est de réduire la durée des symptômes avec ofloxacine auriculaire 7 jours. Donc, pas de question particulière. Alors, les sinusites, petit rappel, pour éviter de prescrire toujours trop d'antibiotiques, ils se forment progressivement au cours de l'enfance. Donc, une sinusite frontale à 2 ans, clairement, ce n'est pas possible. Il faut trouver autre chose, chercher autre chose. Donc là, il y a les rappels de l'apparition de différents sinus, avec toujours l'amoxicilline pour les sinusites maxillaires à garder en tête, 7 jours chez l'adulte, 10 chez l'enfant. Et là, attention, grosse modification de l'augmentin amox acide clavulanique dans la sinusite frontale pour une durée de 7 jours. Ensuite, on passe à un autre point qui est assez important chez nous en médecine générale. Pour comprendre toutes les recommandations qui apparaissent ensuite, c'est cette diapo qui est, je pense, assez importante à retenir. Et une fois qu'on connaît ça, on comprend toutes les recos et il suffit de suivre simplement. Donc, les facteurs de risque de complications. Donc, en gros, vous avez une malformation, un problème au niveau de l'arbre urinaire, un reflux, quelque chose de connu, le fait d'être un homme, la femme enceinte, le sujet âgé fragile, une insuffisance rénale avec une clairance à moins de 30 et une immunodépression grave font partie des facteurs de risque de complications. Ensuite, les éléments de gravité sont les signes d'infection avancée avec des sepsis, choc septique ou des gestes urologiques programmés. Et dans un coin de notre tête, on peut retenir les facteurs de risque de bêta-LSE, donc des entérobactéries qui ont acquis une résistance. C'est un antécédent de colonisation à bêta-LSE dans les 6 mois, une prise d'antibiotiques, comme on a entendu avant, avec des antibiotiques qui sont pourvoyeurs de résistance, l'amox acide clavulanique, C2GT3G fluoroquinolone, les voyages, une hospitalisation récente ou la vie en institution. Petit rappel également, pourquoi on réalise des ECBU? C'est pour viser une désescalade des antibiotiques, pour bien comprendre et connaître un petit peu pour savoir quand est-ce qu'il est positif, les chiffres à retenir d'abord sur les globules blancs, 10 puissance 4, et bactéries, on peut retenir le chiffre 3. Si c'est plus de 3, il y a des chances que ce soit positif, sauf chez la femme avec les bactéries autres que coli et Staph saprophyticus. Voilà, donc à partir du moment où on sait ça, on sait tout le reste. Infection urinaire sur les sondes, donc on ne tient pas compte des leucocytes, urie, et on augmente par contre la bactérie à 10 puissance 5. On ne change pas la sonde pour réaliser le CBU. Pas de CVU intempestif parce que les urines sortent mauvais, sont plus foncées ou que voilà, il faut le faire parce qu'on a des symptômes de la fièvre, des brûlures hautes, sauf, bien sûr, toujours un sauf, dans la grossesse, dans le suivi de grossesse et s'il y a un geste urologique programmé. Donc, si on reprend les choses, comme on disait, avec les facteurs de complications, le plus fréquemment, on retrouve la cystite de la femme jeune simple, donc aucun facteur de risque de complication, c'est le phosphomycine trométamol monuryl en prise unique. Si jamais il y a un risque de complication, donc comme on a dit tout à l'heure, eh bien là, on va essayer d'attendre au maximum le résultat de l'ECBU. En général, on peut quand même attendre 24 heures pour avoir les premières informations. Si c'est vraiment impossible, on choisira la furadentine pendant 1 semaine. Et sinon, on adapte à l'antibiogramme en essayant de privilégier selon la liste des choix là, de 1 à 5, en commençant par l'amoxicilline 1 semaine, bien sûr adapté en fonction de la fonction rénale. La grossesse, donc c'est une cystite à risque de complications, à la différence qu'il faudra contrôler la négativation de l'ECBU. Rien de plus. Voilà.
Alors, les cystites récidivantes, qu'est-ce que c'est la définition? Ça, on en a quelques fois. C'est plus de 4 épisodes par an. Et on peut mettre une antibioprophylaxie, du Monuril une fois par semaine, ou pour certaines femmes qui ont des infections récidivantes en lien avec les rapports, c'est dans les 2 heures avant ou après les rapports. Euh, alors, une question que je me suis posée aussi, Pierre, c'est combien de temps on continue cette antibioprophylaxie? Est-ce que c'est à vie ou pas? En fait, c'est vrai que c'est probablement un gros pourvoyeur, peut-être par excès, hein. Déjà, il faut vraiment être certain de ces quatre épisodes. Parfois, c'est un peu d'incontinence, malheureusement. Parfois, c'est une mycose locale. S'il y a des épisodes, il faut vraiment insister pour que le patient voit l'urologue. Ça ne doit pas être anodin de prescrire une antibiothérapie pour des cystites récidivantes, donc une antibiothérapie au long cours qui va exposer à de la résistance, hein. Et les deux traitements proposés pour les recommandations n'ont pas changé, hein. Donc, c'est toujours le Bactrim, donc le cotrimoxazole, et le Monuril. Initialement, beaucoup de praticiens faisaient et font encore la furadentine, donc la nitrofurantoïne, mais il y a eu des pneumonies interstitielles, des pneumonies graves, des atteintes hépatiques sévères, donc c'est plus dedans. Donc les recommandations, c'est de faire 6 mois et de réévaluer, donc réévaluer le nombre d'infections qu'il y a eu, la tolérance des antibiotiques et de réévaluer au moins tous les 6 mois. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Il n'y a pas de recommandation spécifique. Les études, elles permettent pas de trancher sur une durée. Donc, c'est vraiment traiter des facteurs locaux, une mycose, une incontinence, voir l'urologue. Après, on essaie de faire, en titre personnel, en général, je fais 6 mois et je réévalue les gens. Et c'est ce qui est fait en général. Il n'y a pas d'autres antibiotiques. Il y a certains praticiens qui utilisent des protocoles plus maison hors recommandation avec du Célexide, des céphalosporines parfois, mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas étudié pour l'instant, qui n'est pas recommandé. Et il y a quand même le rapport bénéfice-risque du patient. Si on se retrouve avec un patient qui fait une infection urinaire avec une BLSE, ça sera vraiment en lien avec l'antibiothérapie large spectre auquel on aura pu exposer au long cours, hein. Et juste un point pour une infection urinaire, l'infection urinaire, ça semble assez simple quand on en parle. Il y a une infection urinaire où il n'y en a pas. Mais en fait, il y a tellement d'entités avec une sonde, sans sonde, de l'homme, de la femme, la cystite, la grossesse, tableau récidivant, et qui fait qu'il y a tellement de modes de prescription et c'est tellement quelque chose qui est générateur de bactéries résistantes qu'il y a beaucoup, beaucoup de cas de figure qui ont besoin d'être cadrés par les recommandations. Et c'est pour ça que ça a l'air en fait assez abscon. Il y a les cystites récidivantes, il y a plusieurs entités, mais c'est vraiment les recommandations sont vraiment très bien faites pour pointer qu'à chaque fois, l'objectif est de mettre l'antibiothérapie qui diffuse le mieux, pour pas faire perdre de chance, bien sûr, et avec le spectre le plus étroit, quoi. Alors, on continue avec du coup l'infection qui remonte au rein, la pyélonéphrite aiguë simple, où là, au niveau des durées, on peut, par rapport à avant, diminuer, avec en priorité, en l'absence de traitement dans les 6 mois, si on ne peut pas attendre le récital de CBU, mettre des fluoroquinolones avec un traitement de relais à privilégier, l'amoxicilline, pour une durée de 10 jours au total. Et petite question pour toi, Pierre. Qu'est-ce que tu penses de mettre des fluoroquinolones et est-ce que pour les personnes âgées, on évite ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Moi, je n'ai rien vu de tranché sur les gens âgés. On pense déjà, mettre des quinolones aux personnes âgées, on pense toujours, au-delà du risque de l'épilepsie, de tendinopathie, surtout au risque confusiogène des quinolones. Donc, c'est sûr, quand on a des gens très à risque ou avec des troubles cognitifs, on essaie d'éviter, mais ce n'est pas quelque chose qui est mis en avant dans les recommandations des infections urinaires ou dans les recommandations de gériatrie. On a des alternatives, hein, par voie orale, on peut penser au Bactrim ou à l'Augmentin chez la dame, ou autrement, on sera sur un traitement injectable. Donc, c'est vraiment, on le fait au cas par cas et c'est vraiment du rapport bénéfice-risque. Si on pense qu'il y a un haut risque de faire décompenser une pathologie neurologique ou psychiatrique, on évite. Après, ça reste des traitements, notamment chez l'homme, pour diffuser qui est le plus efficace. Donc, on se tient quand même aux recommandations tant qu'on peut, quoi. Ok. Donc, dans les suites, pyélo à risque de complications, donc les mêmes antibiotiques, 10 jours, si évolution rapidement résolutive. Ne pas hésiter, je pense, dans ces cas-là, il n'y a pas de honte à faire un appel à un ami, appeler l'infectiologue dans ces cas-là, c'est totalement justifié. Euh, voilà, donc, pour prolonger l'antibiotique si besoin. L'infection urinaire masculine.
Donc, on vous a remis les différents choix pour une durée de 14 jours. Là, on garde 14 jours, on ne descend pas à 10. Tu voulais dire un petit mot, Pierre, je crois, sur un cas qui arrive pas beaucoup, les cystites-like, 7 jours. Oui, c'est vrai qu'il y a ça dans les recommandations de la Société française de maladies infectieuses, là, le diaporama associé qui est sorti, on vous a mis l'extrait de la diapo en haut à droite, et ils définissent une entité, ils mettent cystitis-like entre guillemets. Donc, on imagine que c'est un équivalent de cystite de l'homme, donc pas de fièvre, pas d'insuffisance rénale, pas d'obstruction, avec juste des urgenturies, quoi, besoin d'aller uriner souvent. Donc, ils proposent 7 jours de traitement. Donc, bon, pour l'instant, ça semble assez entendable, hein, qu'il y ait peut-être 2 entités différentes, mais pour l'instant, la pratique est quand même toujours, enfin, et en général, de traiter comme de la prostatite, quoi. Donc, à savoir 21 jours. OK. Je Dans sais pas. les IST, donc les urétrites, petit rappel sur le traitement unidose dans le traitement antigonocoque, ceftriaxone. Et tu me disais aussi que dans le traitement pour le chlamydia, c'est aussi, on privilégie, selon les derniers recours, la doxy 7 jours avant l'azithromycine dose unique. C'est ça. En fait, initialement, le traitement du chlamydia, c'était l'azithromycine dose unique. Donc, on voit tous les avantages, hein, notamment, principalement, c'est très efficace. Et puis, deux, c'est la monodose. Quelqu'un qui vient pour une IST est un petit peu plus à risque. On est sûr de l'absence de soucis d'observance. Après, chez quelqu'un qui peut être bien observant, on pense que les gens à risque d'infection par d'autres germes qu'on traite également par macrolide. On pense au Mycoplasma genitalium chez certains patients à risque qui se traitent par macrolide. On privilégie la doxycycline parce que, à visée écologique, parce que ce sont des germes qui ont une barrière à la résistance faible, qui peuvent devenir résistants aux macrolides, et une prescription par erreur ou par excès insuffisamment dosée d'un macrolide pour un chlamydia avéré ou une suspicion, peut nous amener à être obligé à se griller cette classe thérapeutique pour traiter un mycoplasma, par exemple. Donc, c'est pour ça que la doxycycline a été remise dans les recommandations du traitement du chlamydia. Chez nous, c'est ce qu'on essaie de faire en premier lieu. Donc, c'est sûr, c'est 7 jours. Il y a les effets secondaires de la doxycycline, les nausées, les ésophagites, et le gros problème du doute de l'observance à 7 jours. Donc, si c'est quelqu'un qu'on ne va pas pouvoir revoir, on a un gros doute sur l'observance, on fait de l'azithromycine, mais la majorité du temps, on essaie quand même d'épargner les macrolides avec la doxine. Donc alors, un autre grosse partie, c'est les infections pulmonaires avec des petits rappels aussi, bronchite aiguë, c'est viral, donc pas d'antibiotiques. Décompensation de BPCO qu'on voit aussi régulièrement. Donc, c'est quoi la définition? C'est une majoration des crachats avec une purulence, avec l'amoxicilline toujours et encore pour une durée de 5 jours, avec un gros attention. S'il y a de la fièvre dans une décompensation de BPCO, il faut penser à la pneumopathie. Ça ne rentre pas dans le cadre de la définition de la décompensation de BPCO. Voilà. Donc, dans la pneumopathie, ce qui est important, pourquoi on met des antibiotiques? Principalement, c'est pour cibler le pneumocoque, qui sera la première cause de mortalité, que ce soit à l'hôpital ou en ville, grave ou non. Voilà. Donc, tu nous as mis une petite publication sur un essai récent. Oui, c'est juste pour pointer parce que ça a été pareil mis dans les recommandations de la SPILF de 3 jours pour les traitements sur les pneumonies non graves. Donc, c'est un essai qui a été fait. Donc, c'est des gens qui sont communautaires, donc c'est-à-dire qui n'ont pas acquis une pneumonie à l'hôpital, qui n'ont pas de critères de gravité majeure et qu'on va pouvoir laisser rentrer à la maison. S'ils s'améliorent au bout de 3 jours, probablement que 3 jours d'antibiotiques suffisent pour un traitement de pneumonie communautaire. Donc, je trouve que c'est à prendre avec des pincettes, hein. Chez quelqu'un de jeune qu'on peut réévaluer, c'est intéressant. Je pense que c'est chez un patient fragile, même s'il va bien, âgé par exemple, c'est peut-être à pondérer. Après, la question, c'est est-ce que dans l'eau, il n'y avait pas tout simplement beaucoup d'infections virales qui ne requéraient pas d'antibiotiques, hein. Alors, sur les pneumopathies, du coup, majoritairement, c'est quand même 5 jours avec possibilité de majorer à 7. Voilà, les légionnelles, on en parle après. Sur les différences, en fait,
la question que je me posais, c'était l'azithromycine. Pierre, pourquoi on ne la mettait pas en première intention, sachant que c'était 5 jours contre 14 jours sinon? Ah, c'est vrai que c'est assez étonnant de voir ça. Les recommandations mettent l'azithromycine 5 jours et la durée de traitement quand c'est une quinolone plus longue. Il y a aussi à retenir que la légionnelle grave, elle doit être traitée par quinolone. Donc cette notion, ça sous-tend quand même la gravité. C'est quelqu'un de pas grave prolonge 5 jours de macrolide, ça peut être efficace, et que les gens graves, ils doivent être traités par quinolone et avoir un traitement plus long de 14 jours. Et après, la majorité des légionnelles, elles sont quand même théoriquement graves et passent une fois dans l'hospitalisation, en réanimation, en soins intensifs de pneumologie. Donc, il y a la durée en lien avec l'antibiotique et puis aussi l'antibiotique recommandé qui reflète en fait la forme qu'a pris la maladie chez le patient, quoi. Puis il y a aussi, ça expose probablement un petit peu plus aux allongements du QT, aux troubles de conduction, les macrolides que la lévofloxacine, même si les deux y exposent. Donc, un tableau là pour récapituler, pour être synthétique sur ce qu'on peut voir en ville. Donc, globalement, la pneumopathie non sévère en première intention, donc l'AMOX, on a dit 5 à 7 jours. Donc, on peut réévaluer à 48 heures si il n'y a pas d'amélioration. Donc, on se pose la question d'ajouter des macrolides et pas de substituer, comme on a pu le dire, c'est le pneumocoque qui tue, donc plutôt ajouter le macrolide. Et dans les pneumopathies non sévères en EHPAD, on est un peu plus fort avec de l'augmentin ou de la rocéphine en première intention, quitte à ajouter à 48 heures une fluoroquinolone anti-pneumococcique. Donc pour les cas un peu plus sévères, là, il est justifié et plus de l'ordre de la médecine générale, il vaut mieux passer par les urgences pour réaliser une hospitalisation. Donc, petit point sur la coqueluche qui diminue grâce à la vaccination aussi. Moi, je n'en vois pas quasiment jamais. Où c'est seulement 3 jours d'azithromycine. Voilà. Petit point, donc on reviendra sur certains points, mais ça, c'est tous les durées d'antibiotiques pour les infections cutanées. Ce qui est à retenir, c'est que globalement, on se situe entre 5 et 7 jours pour tout ce qui est cutané. Donc, avec la diapo suivante, on revient plus précisément sur les résipelles. Voilà, toujours l'amoxicilline, 1 semaine. Petit point sur la morsure animale aussi, pour dire que les risques infectieux pouvaient différer en fonction du responsable de la morsure. Un chat va avoir des dents plus longues et qui va faire des petites morsures plus profondes que le chien. Avec des bactéries, il faudra faire attention à la passerelle. Le petit attention, encore une fois, c'est de l'amoxicilline acide clavulanique et pas de l'amoxicilline. Voilà, 5 jours. L'abcès également 5 jours, mais on sait qu'un abcès, ça se draine à la base, ce n'est pas des antibiotiques de traitement. Pour le Panari, donc pareil, en fonction du stade d'évolution, si un antibiotique est nécessaire, on peut penser à la piostacine, 1 gramme 2 à 3 par jour, 1 semaine. Alors, c'est un antibiotique qu'on met facilement, Pierre, la piostacine. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que c'est bien pour la peau ou pas? On a un petit peu moins l'habitude à l'hôpital d'utiliser la piostacine. C'est surtout prescrit en ville. Après, ça reste un macrolide. Donc, il y a déjà, si on traite un staphylocoque, il y a un risque non négligeable que le macrolide ne marche pas, hein, si on est sur un staphylocoque naturellement résistant. De même, la passerelle, c'est un trou dans le spectre du macrolide, donc on va être moins bon. Donc, la question, c'est souvent chez l'allergique. Donc, oui, c'est ça, ou la clindamycine. Après, aussi à retenir que dans les infections graves, en théorie, il y a des échecs, hein. C'est comme les pneumonies traitées par piostacine, ce n'est pas chez les graves non plus, hein. Comme il y a des échecs, et pas hésiter, si ça évolue pas bien, à prendre l'avis du chirurgien. Souvent, c'est vrai que le Panari, en fait, c'est plutôt la chirurgie qui fait le boulot, probablement. Donc, et enfin, les infections digestives, si on reste dans le cas classique en dehors du voyage, on peut séparer en 2 syndromes, cholériforme et dysentérique. La plupart du temps, dans le syndrome cholériforme, on peut se passer d'antibiotiques.
Dans les formes graves, donc une mauvaise évolution de plus de 5 jours, facteur de risque, etc., de passer à la coproculture, comme pour le syndrome dysentérique. Et en fonction de votre résultat de coproculture, adapter la durée des antibiotiques selon le germe identifié qui est sur le deuxième tableau. Je ne sais pas si Pierre, tu avais quelque chose à dire là-dessus. Non, c'était à peu près tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de résistance naturelle parce qu'on n'est pas en avance. Donc, il y a beaucoup de résistance naturelle, de résistance acquise maintenant au quinolone. Donc, ce sont les macrolides qu'on privilégie, surtout vis-à-vis du campylore, qui est quand même celui qu'on voit le plus fréquemment, hein, en monodose. Et enfin, un petit point sur la diverticulite aiguë non compliquée, avec en première intention, si les antibiotiques sont nécessaires, de l'amoxicilline acide clavulanique 7 jours. Donc, toutes ces informations sont, bien sûr, on peut les retrouver sur différents sites. Le plus facile, en tout cas que moi j'utilise facilement au cabinet, c'est Antibioclic. On peut retrouver toutes les pathologies, les recommandations. Il y a les fiches récapitulatives de l'HAS qui sont très bien faites. Comme tu disais tout à l'heure, la SPILF aussi a fait des bonnes recommandations. Hippopie, Pili, tout ça. Et notez bien dans vos agendas, l'année prochaine probablement arrivera le futur site du CRATB avec plein d'informations complémentaires et des fiches pratiques. Donc, ce qu'il faudra retenir, c'est bien sûr l'amoxicilline, c'est la reine en médecine générale, avec tout de même des exceptions, comme on a pu le dire, en dentaire, dans les sinusites frontales, les morsures animales, dans les infections cutanées de l'enfant. Si vous avez du mal à vous dépatouiller avec les patients, il est toujours possible de leur fournir également, et pour expliquer toutes ces informations, grâce à un papier donné par l'assurance maladie qui est distribué au tout début de la saison hivernale par la CPM.